Les chercheurs d'ombre, Moussa Kanté. Benzo et son ami prirent place dans la pénombre à l'abri des regards indiscrets. Malgré la pénombre, la fumée des cigarettes et le grognement de la musique, il suffit de lever un doigt pour que le barman soit là tout de suite pour prendre l'argent et la commande. Que voulez-vous, messieurs, du skol? Comme s'il existait autre chose, tu nous apportes de skol, s'il te plaît. Tu sais bien qu'il n'y a jamais rien d'autre. Vous payez, messieurs, avant de boire, d'accord? Tiens ton argent dès maintenant. Moi, je suis par nature respectueux de votre devise qui dit de payer avant de consommer. À quelques centimètres d'eux, une prostituée âgée peut-être d'une vingtaine d'années s'adressait à un homme en anglais qui ne semblait pas comprendre un seul mot de ce qu'elle disait. Après 2 tournées, Benzo et son ami sortirent du bar tout en évitant de se faire remarquer par les passants. Ils marchèrent entre les immeubles pour rattraper la route du Niger. Là, ils se séparèrent et Benzo s'embarqua dans un taxi qui le conduisit près de son domicile. Il se sentait très fatigué. À 2 mètres de sa chambre, il fut envahi par une odeur de putréfaction qui venait des poubelles. Il se rappela que depuis une semaine, la mine Voirie, c'est le nom du camion de la voirie et de son chauffeur, l'unique pour toute la ville, ne passait plus à Koléa. Certains disaient que le camion est en panne, d'autres que c'est la mine, le chauffeur qui a perdu son oncle et par conséquent, il est retourné dans son village pour les obsèques. D'autres enfin disaient aussi que la mine et le camion sont l'un malade et l'autre en panne. Bref, tout ce qu'on savait, c'est que depuis une semaine, les poubelles s'entassaient dans le quartier. Benzo alluma une cigarette pour chasser cette odeur cadavérique avant de rentrer dans sa petite chambre. Il faisait tard, mais cela ne lui posait aucun problème car depuis la fin de ses études, il y a 2 ans de cela, il n'avait pas encore trouvé le moindre emploi. Il savait que sa situation était loin d'être une exception, donc qu'il n'avait rien à se reprocher. Il n'était nullement bousculé par le temps. Tous les matins, à sa convenance, il sortait du lit. Après sa toilette, il prenait son petit déjeuner gracieusement offert par son père et ensuite il organisait sa journée à sa guise. Ce matin, à son réveil, il modifia ses habitudes en restant toute la journée dans le quartier. 1 heure avant une éventuelle visite de Fatim, il entreprit de mettre un peu d'ordre dans sa chambre. Il s'occupa en lisant des journaux. À 16 heures, ne voyant pas Fatim venir, il décida d'aller prendre une douche. C'est bien à ce moment-là qu'il vit une très élégante fille descendre d'un taxi. Il reconnut Fatim. Celle-ci, aussitôt, s'avança vers lui. « Bonjour Benzo, mon oncle est-il là? Tu sais très bien, Fatim, que ton oncle ne sera jamais à la maison à pareil moment de la journée. Tu as raison, mon cher cousin. En effet, depuis qu'on était petit, il ne rentrait que pour sa prière du soir. En réalité, c'est toi que je venais voir. Je m'en doutais. Entrons, s'il te plaît. On va discuter tranquillement dans la chambre. » Benzo alla s'asseoir sur son lit, offrit son unique chaise à sa visiteuse qui se rapprocha de lui pour ce tête-à-tête particulièrement important et ultra confidentiel. J'ai eu toute la nuit pour réfléchir à cette proposition. Je n'en démords pas, je t'en prie, organise aussi vite que tu peux ce mariage. Je ne te comprends pas, ma chère cousine. Comment peux-tu me dire ça? Que deviendra Sori alors? Fatim se mit à rire d'un fou rire. Pendant 1 minute, elle ne pouvait prononcer un seul mot. On aurait dit qu'elle allait s'étouffer. Benzo ne comprenait pas pourquoi une aussi simple question pouvait-elle déclencher un tel fou rire. « Tu es naïf, mon cher cousin. Sori est mon feri. Celui à qui les filles prennent de l'argent sans jamais le satisfaire. Mon grotto, bailleur de fonds, sans contrepartie. Est-ce que tu as compris? Tu sais très bien que ces patrons n'épousent pas les filles. Ils s'amusent avec nous et nous aussi. Nous y trouvons notre compte. Alors si je comprends bien, Sori n'est point d'handicap. Non, je te dis, tu peux me faire confiance. Sori est mon héritage que mon père ne m'a pas laissé. Je le suce sans modération. Dans ce cas, je répondrai à la lettre de mon ami dans la semaine. Tu voudras bien m'apporter une de tes photos que je vais lui envoyer en lui précisant que tu es d'accord pour l'épouser. Je reviendrai de ce soir pour t'apporter ma photo. Attends-moi ce soir. D'ailleurs, ça tombe très bien. Sori doit partir aujourd'hui même dans son village pour les funérailles de son père. D'où vient-il?
Il vient de Kouroussa, ville de la Haute-Guité. Je serai pratiquement libre toute la semaine pour m'occuper de ce problème. Je te prie de m'attendre chez toi. J'y serai sans faute à 21h30. À ces mots, elle reprit son sac à main et se leva pour partir. Benzo la raccompagna jusqu'à la route où elle eut la chance d'avoir tout de suite un taxi. Après son départ, il revint dans sa chambre et se jeta sur son lit en fredonnant Guantanamera. Il était si content de son manège qu'il avait des larmes de joie aux yeux. Il alla prendre sa douche et sortit pour aller voir un ami à Boussoura qui lui devait 3000 francs depuis 5 mois. À son arrivée, son ami l'accueillit en larmes et lui dit « Ma mère est en train de mourir d'un excès de palu et il me manquait 200 francs pour lui acheter 2 comprimés de Nivaquine. » Face à cette désolation, Benzo n'eut pas le courage de réclamer son argent. Il retourna chez lui avant 19h pour rencontrer son père comme il l'avait toujours fait. « Benzo, cherches-tu vraiment du travail? Papa, penses-tu que je suis allé à l'université finir mes études avec la mention « très bien » pour me retrouver vivre à tes crochets? Je cherche du travail tous les jours, mais il n'y a pas de travail. Et quand un poste se dégage, il revient aux enfants des grands de ce pays. Alors, si ça continue, moi, je te mettrai dans un vieux camion. Comme cela, tu ne resteras pas là à ne rien faire et à te morfondre tous les jours. Benzo ne répondit pas. Son père continua. « Et tu partis chercher le courrier aujourd'hui ?»« Non, papa, j'ai été pris par mon curriculum vitae, qui ne contient d'ailleurs rien, mais qu'il fallait déposer dans une entreprise. C'est très bien, mon petit. Il faut garder espoir. J'espère que ça va marcher. Je ne sais rien, papa, mais faisons foi en Dieu. Mon fils, que Dieu t'entende. Par ailleurs, demain, tu voudras bien passer voir le courrier. J'attends impatiemment mes pièces. Papa, tu peux compter sur moi. Demain, j'irai voir la boîte s'il plaît à Dieu. » Après cet entretien avec son père, il alla vite chercher son repas, mangea pour être disponible à recevoir Fatime à 21h30. Soudain, un cri persistant et fort se fit entendre dans la concession voisine. Les gens accoururent de toutes les concessions pour assister à ce qui se passait. Benzo reconnut la voix de « Ah, nos 150 ans !» Tout le monde appelle Jean à nos 150 ans. Jean est un ancien militaire. Dès qu'il touche sa pension d'ancien combattant, il achète des bouteilles de pastis de Marseille et propose à tout le monde de trinquer avec lui. À l'arrivée de chaque nouveau visiteur, il soulève son verre en criant « À nos 150 ans !» et les invités flatteurs répètent après lui. Dès qu'il est saoul, il se jette sur son épouse, qu'il roue de coups. C'est une scène habituelle dans le quartier à laquelle les gens assistent, toujours sans état d'âme. Ce jour-là, Benzo apprécia particulièrement que Jean soit émoustillé en ce moment précis, ce qui permettra à Fatime de rentrer dans sa chambre incognito. Il allait et venait entre le morceau de rail qui sert de pont, qui relie la rue à la concession de son père. Il aurait bien voulu prendre un skol, mais l'heure du rendez-vous était assez proche. Entre l'hésitation et la résignation, il choisit la deuxième et continua à mordre dans sa cigarette en attendant avec impatience sa visiteuse. Enfin, il vit un taxi se garer devant la concession en face du pont. Il accourut tendre ses bras à Fatime pour l'aider à passer sur ce pont qui se retournait une fois sur 4, sans que cela non plus ne préoccupe personne, malgré des fractures et des entorses enregistrées à la suite de ces retournements. Je savais que tu avais de grandes qualités, mais j'avoue que je suis agréablement surprise par ta ponctualité, dit-il à Fatime. Fatime, comblée, lui dit « Je te remercie. Tu sais, en France, les gens ne s'amusent pas avec l'heure. Les Anglais disent « the time is money », c'est-à-dire que le temps, c'est de l'argent. Eh bien moi, répliqua Benzo, je ne suis pas d'accord avec les Anglais. Pourquoi ? Voyons, ma chère cousine, en Afrique ici, il nous manque tout sauf le temps et nous sommes les plus pauvres du monde. Ils se mirent à rire tous les deux avant de rentrer dans la petite chambre. Dans cette chambre, on y trouve un lit couvert d'une moustiquaire jaunie par la cigarette et le temps, une petite table sur laquelle traîne une lampe tempête, une assiette qui sûrement sert de salle de réunion aux mouches pendant toute la journée, un verre à boire pur Duralex et enfin quelques petits objets sans valeur significative.
Au-dessus de la table, une étagère sur laquelle on voit quelques livres, des feuilles et quelques stylos à billes de toutes les couleurs dont peu sont fonctionnels. En face de cette table qui est presque au centre de la chambre, les commodités de la conversation se résument à une chaise, un guéridon, un radiocassette qui émet un son grésillant. Benzo l'a déplacé souvent dans toute la chambre pour retrouver la meilleure capture de fréquence. Assieds-toi, Fatim, tu vois, ma chère, ce que je suis devenue après 5 ans d'études supérieures. Voici ma condition de vie. Je ne l'aurais jamais imaginé. Ne te lamente pas, Benzo. Un jour, tout cela va changer dans ce pays. Moi, je serai certainement très loin, mais je sais qu'un jour, tout changera ici. Tu sais, je vis presque dans un luxe, mais ce luxe, je me le fais dans l'indignité et la bassesse. Ce n'est point enviable, tu comprends? Oui, ma chère, je comprends. Bref, passons à autre chose. As-tu apporté la photo? Fatim sortit de son sac à main une enveloppe qu'elle déchira soigneusement et remit à Benzo la photo. « Comment la trouves-tu? Elle te plaît ?»« Oh là, quelle merveille !» s'exclama Benzo. « Franchement, j'ai rarement vu une fille aussi belle que toi et qui soit autant photogénique. »« Ah oui? Donc, plus on est beau, moins on est photogénique ?» Et oui, dans la plupart des cas. Donc, je ne suis pas belle. Non, Fatim, tu es l'incarnation de la beauté même. Ils éclatèrent de rire. Fatim, sincèrement, sans vouloir être vulgaire, tu es tellement sexy que tu peux amener un vieillard de 80 ans à bander raide comme une corne de bœuf. Fatim sourit en baissant les yeux. Intimidée, elle se sentit néanmoins flattée. Bien, dès demain, je vais envoyer la lettre à Madou, mais je préférerais te la faire lire avant de la franchir. Loin de sa chambre climatisée, front ruisselant de sueur, Fatim suffoquait dans cette fournaise et s'impatientait de partir malgré cet accueil réellement chaleureux. Son hôte d'ailleurs constatait son malaise sans trop comprendre. « Je vois que quelque chose ne va pas. Tu veux certainement rentrer chez toi ?»« Oui, sincèrement, je suis bien en ta compagnie, mais il faut que je rentre. J'ai beaucoup de choses à faire. » Dehors, Benzo la tint par la main pour la faire repasser sur le fameux pont. Ils firent signe au premier taxi qui allait dans le sens contraire. Le taximan en quête de clients freina brusquement. « Attendez, monsieur, dame, je vais tourner et je reviens vous prendre tout de suite. Ne signalez pas un autre, je reviens. » Peu de temps après, il revint et les pria de monter. À sa surprise, seule la fille était montée. « Chauffeur, déplacement, je vais à Matoto. C'est possible ? » ?»« Madame, il n'y a aucun problème, je connais très bien ce quartier. » Le chauffeur démarra. Benzo fit plusieurs fois signe de la main à Fatim avant que le taxi ne disparaisse dans la rue sombre et poussiéreuse. De retour dans sa chambre, il reprit la photo qu'il regarda avec amour et passion. Il fallait organiser sérieusement son stratagème pour ne pas s'enferrer. Il écrivit la lettre et reprit une autre feuille pour remplacer simplement Benzo par Fatim. C'est bien cette lettre qu'il montra à Fatim lors de leur rencontre. Après la lecture de la lettre, Benzo progressivement commençait son ascension dans la confiance et l'estime de Fatim. Elle était désormais rassurée. Cette affaire lui semblait trop sérieuse pour ne pas faire n'importe quoi. Au moment de se séparer, elle lui remit 5000 francs pour affranchir le courrier et lui paya son transport. Benzo s'exclama « C'est trop, Fatim, avec 2000 francs, ça devrait suffire. Reprends le reste. » « Non, écoute-moi bien, Benzo. Garde tout et d'ailleurs, ne te gêne pas avec moi. Chaque fois que tu auras des soucis d'argent, dis-toi que nous sommes deux à trouver une solution, mon cher cousin. Je te remercie. Il faut que je parte. Nous nous reverrons dès que possible. » Benzo expédia très rapidement le courrier. Les sommes qu'il recevait de Fatim avaient radicalement changé son train de vie. On sentait qu'il avait appris à se débrouiller. Dans l'attente d'une réponse en provenance de Paris, il continuait à mener une vie tranquille, sans que personne ne sache de quel bois se chauffait-il. Personne ne savait comment arrivait-il à s'en sortir et comment il se débrouillait sans travail. Il avait changé son look, costume, chemise et pantalon, tous griffés, nouvelle paire de chaussures. Bref, on sentait un changement notoire dans sa tenue vestimentaire.
À son retour chez lui, il trouva que la petite Marie, sa cousine, était de retour de Kindia, où elle était partie rendre visite à sa grand-mère. La mère de la petite Marie était morte en la mettant au monde. Puisqu'il n'y avait plus aucun autre parent pour assurer son éducation, ce rôle revenait naturellement à la mère de Benjamin, qui était sa tante et qui, elle aussi, est morte. La petite Marie, plus qu'une cousine malgré son jeune âge, est la parfaite secrétaire et la confidente de Benzo. C'est elle qui lui fait toutes ses petites courses. Les deux sont très complices. Quand elle a aperçu Benjamin à l'entrée de la cour, elle accourut en criant de joie. Benzo est arrivé, Benzo est arrivé. Elle se jeta dans ses bras, il la souleva en lui souhaitant la bonne arrivée. Marie constata très vite que Benzo portait de nouvelles chemises et sentait un très bon parfum. Tu as certainement trouvé du travail, tu sens très bon. Non, ma chérie, tu sais bien que si j'avais trouvé du travail, tu serais la première à le savoir. Pour le moment, je me débrouille comme tous les déflatés, les laissés pour compte de la fonction publique de Guinée et étudiants sans avenir. Ma chérie, pour le moment, j'applique le système D. Depuis le début de cette aventure, souvent Benzo était réveillé en sursaut. Il se demandait comment la mener sans la moindre erreur sur toute la ligne. Il était fier de lui, même en constatant que ça prenait forme, mais aussi il était conscient du caractère rocambolesque, hasardeux et dangereux de son entreprise satanique. La résolution finale était prise. Il se mit à table pour mettre au propre la lettre qu'il allait enfin expédier à Madou. Pour se donner bonne conscience, il murmura les raisons de l'odieux acte qu'il était en train de poser. Regardez-moi ce vieux con, il n'a même pas honte, hein? Un copain de mon père qui veut à son âge se marier avec une jeune fille. Il précise d'ailleurs une très jolie fille. Quel prétentieux! Comme s'il pouvait l'amener à l'orgasme. C'est mon père qui a raison. Ces Africains de France et de toute l'Europe sont tous des imbéciles. Quant à moi, je me ferai ce pauvre con. Il prit la pile de papier et son stylo, cyniquement, commença à écrire la lettre. Mon cher ami Madou, j'ai bien reçu ta lettre qui m'a fait un grand plaisir. Il y a beaucoup d'Africains en Europe qui ne pensent plus à leur famille, mais toi, tu es une exception et Dieu te récompensera. Pour ton mariage, j'ai eu beaucoup de mal à choisir à ta place. La peur de faire le mauvais choix me hantait. C'est pour cela qu'afin d'éviter tout regret, je te donne une de mes filles. Il s'agit de la fille de mon frère Alkali que tu as connu. Il est mort dans un accident de la route et c'est moi-même qui ai élevé cette fille avec ses frères et mes enfants. Elle s'appelle Benzo Kamano. Tu me connais très bien, tu sais que je suis sévère. Elle a une éducation exemplaire. Elle a toutes les qualités que l'on peut rechercher chez une femme. Très belle et sans plus de commentaires. Je t'envoie sa photo. Tu n'es pas obligé de la retenir si quelque chose ne te convient pas. On peut alors continuer la recherche jusqu'à ta satisfaction, en espérant te lire bientôt. Ton frère et ami Bala.